Je passe tout de suite à Olivier pour sa conférence sur cette reconstitution d'une scie hydraulique. Voilà. Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être si nombreux, je remercie aussi beaucoup Garom, tous les artisans, les structures comme le musée qui nous ont aidés parce que c'est un gros projet d'archéologie expérimentale. Je pense que vous connaissez le principe, comme vous avez pu le voir sur Guédelon par exemple, où justement avec les techniques antiques, ou plutôt médiévales, ils reconstruisent un château avec les moyens du bord et ils confrontent différentes hypothèses avec la réalité. Alors, ça fait plusieurs années en fait que, au début avec des amis, parce que c'est un projet humain en fait à la base, et qu'on a développé cette capacité de recréation. Alors, vous allez voir ici qu'il y a des artisans qui vont participer ou des chercheurs qui vont participer au fur et à mesure là-bas, enfin, et puis même des étudiants. Je vous remercie beaucoup d'être venus parce que ce qui est bien dans ce type de projet, c'est que j'ai toujours voulu mêler des étudiants, des élèves et des scientifiques, des enseignants, des chercheurs, des artisans pour qu'on puisse confronter nos idées et que tous ces gens-là qui ne se voient pas d'habitude puissent se rencontrer. Parce que le but, c'est d'avoir un projet défi. Donc ce qui m'intéressait aussi, parce qu'à la base je suis enseignant de lettres classiques et le monde antique m'a toujours intéressé, mais c'est pas pour ça que j'ai déconnecté du monde, on va dire, technique ou mathématique. Les deux m'intéressent en général. Et je pense que vous le savez de toute façon, que les Grecs ont inventé beaucoup de choses et que les Romains, en tant qu'ingénieurs, les ont améliorés, ont fait beaucoup de découvertes. Ce que vous allez voir aujourd'hui sur la rétrospective de la scie hydraulique, c'est de l'ingénierie. C'est-à-dire que c'est le premier mouvement de bielle manivelle, c'est-à-dire d'un mouvement rotatif qui est transformé en mouvement, on va dire, alternatif, latéral, on va dire. Monsieur Amardel, qui doit être quelque part, me corrigera sans doute sur les termes, mais c'est la première fois qu'a été créé ce mouvement mécanique. Ces deux scies-là sont des prototypes, j'y reviendrai. Il y en a eu deux dans l'Antiquité qui ont été découvertes avec des fouilles. Vous verrez les chercheurs avec qui on a communiqué parce qu'on voulait avoir des sources sûres pour ne pas partir dans quelque chose qui était faux. Mais après, on a peaufiné ce qu'ils ont fait. Il y a eu déjà des expérimentations qui ont été faites dans différents sites. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de transportable, ce que vous voyez, ce que vous verrez plus tard, et quelque chose qui puisse aller au-delà des premières expérimentations et avoir vraiment une finalité technique, c'est-à-dire répondre à des questions que se pose le service archéologique de la ville de Lyon sur les ateliers de coupe, parce qu'il y en avait à Lyon. Il y a deux personnes ici qui sont spécialisées dans les pierres qui interviendront tout à l'heure. Et ensuite, ce qu'on voulait faire aussi, c'était répondre à des questions sur les engrenages, sur la manière de scier mécaniquement, voir comment ça se passait avec l'acier, comment justement ils pouvaient faire des lames. Ici, donc je vais en emmener une là, qui sont assez flexibles, mine de rien, et qui sont en acier et elles sont volontairement plates. Parce qu'en fait, le sable sert d'abrasif, et il y a différents types de sable, et plus il est anguleux, en fait, plus l'effet de coupe est marqué. Voilà, donc on a fait faire des tests sur différents aciers, parce qu'ils maîtrisaient l'acier. Donc tout ça, en fait, on a vu des spécialistes, des couteliers spécialistes, des forgerons spécialistes, et donc les élèves de lycée l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, et l'étudiant de Centrale ont travaillé sur les premiers prototypages, vous les voyez sur les maquettes. Il y en a eu d'autres, il y a eu de la 3D, il y a eu des plans faits sur des logiciels qui sont spécifiquement dédiés à l'ingénierie, comme SolidWorks si vous connaissez, Katia qui est dédié à l'aéronautique, il y a aussi un enseignant de Centrale qui est venu, puisque actuellement la scie est à l'école centrale, et le projet est poursuivi, justement pour cette année, on puisse la motoriser, parce que forcément, théoriquement, c'est 2000 litres d'eau à la minute, et on n'a pas. Donc on motorise la structure avec un couple et une réduction, enfin en l'occurrence une poulie, vous allez voir, pour obtenir la rotation nécessaire comme dans l'Antiquité, puisqu'on a fait les calculs, les lycéens les ont fait, pour avoir une rotation de la roue à auger, qui n'est pas une roue à aube. C'est-à-dire que les augers, c'est des petits récipients qui permettent de maintenir l'eau, une partie de l'eau, ensuite se déverser. Je vais tout vous raconter en détail. Et une fois motorisée, on voudrait la faire tourner pendant 5 heures d'affilée, parce qu'on estime qu'en 4 ou 5 heures, on peut découper la grosse pierre qui nous a été amenée, vous verrez dans toutes les expérimentations, et après, on va obtenir des grandes plaques, ce qu'on appelle du plaquage, je pense que vous l'avez vu sur tous les monuments antiques. Alors, on avait déjà fait des essais aux Journées de Saint-Mandin en Galles, donc on avait pu obtenir ces types de coupes que vous voyez. Ça, c'est donc une pierre semi-dure qui est assez poreuse, avec des concrétions et des fossiles. Et mais finalement, on s'est rendu compte qu'en tournant à peu près 1 heure à la main, puisqu'on avait cassé les 2 moteurs, enfin les 2 réducteurs plutôt, ça se passait pas mal.
Donc si on arrive à motoriser, alors fin d'année ou début d'année, on va voir avec vous, on obtiendra effectivement des grandes plaques qu'on pourra tester après, parce que ils vous le diront, de toute façon, le sable qui était récupéré, réutilisé, servait après à polir toutes ces plaques pour faire ce que vous avez sur les devantures en fait, des temples ou assimilés, c'est-à-dire ce qu'on appelle du plaquage. Ça n'a pas changé de toute façon. Ok, bon alors donc vous avez vu effectivement tous les acteurs qui participaient, j'en ai oublié un ou deux parce que forcément les choses changent. Je remercierai énormément Garom qui est en premier, et c'est très juste parce qu'ils nous ont aidés, c'est grâce à eux qu'on a pu financer les lames, qu'on a pu financer une partie des achats qui ont été nécessaires pour toute cette structure de scie, parce que les deux montants, vous allez voir, pèsent tout ensemble à peu près 3 tonnes. Et il y a énormément de bois. Je remercie beaucoup Intégral Service, effectivement, M. Desroches, qui nous a financé tout le bois, parce que mine de rien, ça coûte. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est un projet multi-acteur. Et j'ai vraiment tenu, grâce à mon association qui s'appelle Intercycle, qui sert à la vulgarisation en fait, des données, à mêler beaucoup de gens et de gens compétents dans les activités qui étaient nécessaires. Parce que ça demande de la recherche, donc forcément, on va voir au niveau des sources. Ça demande de l'implication, et je remercierai énormément tous les artisans qui ont donné un temps fantastique bénévolement pour cette chose-là. Je sais que certaines semaines, on a travaillé 120 heures par semaine. C'était extrêmement lourd, même avec les élèves qui venaient à la menuiserie, qui travaillaient tout le temps, des anciens élèves qui se sont adjoints, il y avait des chercheurs qui venaient, il y avait M. Dehaze qui est ici, qui venait pour commenter pour la pierre, et on était toujours en train de se poser des questions, en train de vérifier, en train de téléphoner aux chercheurs pour dire est-ce que ça va marcher comme ça, est-ce que ça ne marche pas, parce que la chose c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques modernes, on peut résoudre tous les problèmes. Mais on est obligé, pour cette chose-là qui est antique, de se remettre dans les moyens de l'époque. Et même si on a utilisé des techniques pour aller plus rapidement, je pense à la scie pour découper la scie à format pour le bois, à un moment, il y a quand même des choses qu'on est obligé de faire manuellement pour voir comment ça pouvait s'enclencher. Donc ça touche l'école centrale, donc, grâce à qui le projet perdure cette année et va arriver à terme. Ça touche aussi les musées, puisque vous allez voir tout à l'heure, on l'a emmené à Saint-Romain-en-Galles avec les camions, forcément parce que c'était complexe et on l'a montré en première mondiale. Même s'il y a eu des extraits, des expériences, mais celle-ci est vraiment fonctionnelle et je sais qu'elle va marcher. Je sais que quand on va la faire fonctionner de manière longue, on va pouvoir répondre à des questions qui se posent. C'est donc un projet d'acteur expérimental, je vous en ai parlé, qui a commencé il y a 2 ans. Elle a passé 1 an à l'école centrale l'année dernière, mais comme on était sur d'autres projets qui étaient la construction d'un char mycénien, le projet a été mis en stand-by quelques temps et est repris cette année. Alors ce que je vous disais, c'est que c'est une première ou une seconde mondiale, c'est ça qui est intéressant pour un défi, parce que pour les étudiants, les lycéens et même nous-mêmes, d'avoir quelque chose de complexe à régler, c'est intéressant. On aurait pu faire quelque chose de plus simple, mais ça manquait de pétillant. Et j'aime bien le côté défi. Donc, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le fait de regrouper les gens de nature différente, et surtout de faire quelque chose qui, à mon avis, est important, c'est mêler le monde contemporain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui au sens large, c'est-à-dire tous les logiciels, les vidéos, puisqu'on a fait tout un suivi vidéo, les expérimentations avec des systèmes, ce qu'on appelle BK3D par exemple, pour la mise en test virtuel, et en même temps les sources qu'on avait, et Dieu sait si on en avait peu pour cette chose-là, mais heureusement on avait des chercheurs en archéologie qui ont montré justement qu'il y avait des sites et à partir de leurs suppositions, ces choses-là ont pu apparaître. Et donc mêler tout ça pour obtenir quelque chose de concret à l'ancienne en utilisant le numérique, pour moi, qui est toujours baigné là-dedans d'une certaine manière, c'est important de montrer que les deux ne sont pas opposés, mais ils se servent l'un l'autre. Alors les sources, ça a été complexe parce que les années précédentes, on avait fait des expériences avec un colibolo, c'est-à-dire une arbalète automatique. C'était pareil, c'était une première ou une deuxième mondiale qui avait été complexe à gérer. On avait donc montré au musée de Saint-Romain-en-Galles, on leur a donné d'ailleurs, et on avait fait des tests, et cette première approche en fait, du monde de l'expérimentation m'a fait penser que je pouvais mettre en place quelque chose de plus important et quelque chose qui nous permettrait d'avoir des problèmes en fait non résolus. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est résoudre des problèmes.
Enfin, ça fait un peu mathématicien, mais j'aime bien le principe. Donc, pareil, on avait commencé avec François Bérel, menuisier, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, et donc sur le principe de travailler sur quelque chose qui avait été expérimenté, donc elle fonctionne, elle tire. On avait quelques problèmes parce que forcément, c'est l'expérimentation, on s'est rendu compte qu'il faudrait plutôt changer, etc. Mais on avait déjà un premier bagage qui nous permettait d'attaquer la scie hydraulique, qui était quelque chose de beaucoup plus grand, en ayant une certaine expérimentation des choses. Donc, les sources, on s'est longuement posé la question de savoir quel était le projet qu'on attaquait avec les élèves ou les étudiants. Et il nous fallait quelque chose qui soit intéressant, avec un défi. Et finalement, après avoir erré sur Internet, parce que Dieu sait si on peut errer sur Internet, on est finalement tombé sur quelque chose qui était pas forcément détaillé, où il y avait des questions, une sorte de mystère. Au début, j'avais pensé à une sorte de miroir parabolique pendant les guerres médiques, qui servait de condensateur pour brûler les voiles des navires ennemis, mais c'était trop complexe à gérer. Donc finalement, on s'est rabattu, c'était facile à dire, sur une scie hydraulique. Alors c'est la scierie d'Hierapolis, donc on a regardé sur Wikipédia, et même contrairement à ce qu'on peut croire, Wikipédia est quand même très vérifié. Vérifié par des chercheurs, toujours, parce que dès qu'il y a une erreur, généralement, les gens la corrigent. Donc, et parfois, quand c'est pas corrigé, ils vous indiquent manque de sources, etc., etc. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, il y a quand même une certaine véracité des dires. Et en tout cas, ça me donnait une première approche des chercheurs ayant œuvré sur ce mécanisme bien manivelle de scierie automatique à pierre. Donc à partir de ça, on a fait la bibliographie. C'est-à-dire qu'on a contacté les chercheurs, tout ça, et on est finalement arrivé sur une des premières scies, qui est la scie d'Éphèse, parce qu'il y en a eu deux. Et Éphèse, c'était quelque chose qui a été travaillé par un chercheur allemand qui s'appelle Klaus Grauer, que j'ai contacté, et qui lui aussi avait commencé à faire des expérimentations. Vous les verrez en vidéo, puisque chacun a traité ces trucs différemment. Et ce qu'on est arrivé à croiser, c'est qu'en fait, il y a eu seulement 2 prototypes dans l'Antiquité. Donc on est au niveau de l'Empire assez tardif, c'est assez variable entre 140 et 300 après Jésus-Christ. Vous allez voir qu'on a pu affiner les dates de ces scieries forcément par concordance des recherches archéologiques. Donc ça, c'était la première scie, qui se trouve donc à Éphèse, c'est-à-dire vous voyez la Turquie avec Troie qui est ici, la Grèce, et donc la ville d'Éphèse est ici. Et c'était effectivement des scies qui étaient assez éloignées du monde romain, c'est-à-dire de Rome proprement dite, et qui étaient surtout, on va dire, presque dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Orient, enfin quelque chose où il y avait justement les sables, qui étaient des sables très spécifiques, parce qu'ils avaient l'habitude de transporter tout ça en import-export, qui étaient à disposition. Donc ça, c'était la première scie. Donc il y a eu des plans qui ont été édictés, donc vous le voyez, avec des suppositions par rapport en fait aux trous qu'on a pu trouver, c'est-à-dire aux marques, ici et ici, parce qu'il y avait des supports en pierre. Nous, on a un support bois, comme vous avez vu, c'est-à-dire que la scie est toute autonome, mais l'avantage de cette chose-là, c'est qu'il y avait encore les encoches de piliers en bois, qui a fait penser à Klaus Grauer que ça pouvait être effectivement une structure de moulin à eau avec entraînement sur les côtés. Ils ont galéré parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça et que quand on ne connaît pas, on est obligé d'avoir des hypothèses et de les vérifier. Donc ils ont fait cette petite chose-là, avec au début je croyais que c'était des charges justement, et en fait c'est des sacs de décharge, on verra, c'est un des problèmes qu'on va résoudre cette année, avec de l'adduction d'eau, parce qu'il faut absolument un liant qui puisse permettre justement aux lames d'avancer et de ne pas avoir que du sable pour la coupe, et vous verrez tout le principe des lames. Donc cette première scie qui est à Éphèse, elle a eu la chance, tout comme l'autre, d'avoir une virtualisation que vous allez voir. Donc ça, c'était ce qui suppose être, alors après ça reste toujours de la supposition, dans un bâtiment fermé, avec justement le moulin à eau qui arrivait et les scies qui étaient à 2 lames ici, mais vous voyez les cadres sont assez grands, c'est-à-dire que je pense qu'on pouvait avoir plus de lames. Il y a des suppositions sur 8 lames par cadre pour descendre les lames. Donc, et après, les petites choses que vous voyez là, c'est-à-dire les câbles sur le côté servaient justement à obtenir une décharge, c'est-à-dire d'éviter que le cadre de scie ne pèse trop sur les lames, sur la pierre, pardon, mais ça on va revenir. Donc ça c'était M. Grégoire qui l'a fait, ça nous a permis d'avoir un premier avis. Et sur Wikipédia on avait trouvé ça, qui tout de suite nous a parlé, c'était l'expérimentation sur la scie. Alors c'est en allemand, mais ils ont fait un premier test pour voir si effectivement ce qu'ils pensaient être une mécanisation de la coupe fonctionnait. Alors c'est rustique, mais ça me donnait une idée.
Donc c'est close. Et donc ils ont fait une structure fixe, eux, avec des câbles de décharge. Et un entraînement, alors nous il sera caché parce que le leurre il est vraiment très visible, mais vous avez ce mouvement de rotatif transformé en mouvement impératif en fait, hein. Et les premiers blocs ils avaient été courtillés. Ausübung funktioniert. Die eisernen Sägeblätter waren ungezähnt. Donc l'adduction de sable est extrêmement important et il rajoute de l'eau après pour répartir le sable et servir d'huile. Alors, eux ils sont partis sur des lames qui sont extrêmement épaisses, comme vous le constatez. En fait, on s'est rendu compte que ça peut fonctionner, parce que tout peut fonctionner de toute façon en mettant plus ou moins de force, mais que ça ne correspondait pas justement à une coupe normale de lames de pierre. Il fallait des lames beaucoup plus fines pour obtenir quelque chose qui soit plus efficace. Et justement, on a travaillé avec les couteliers qui ont l'habitude, eux, de faire de l'archéologie, parce que je voulais absolument rencontrer des gens qui étaient spécialistes aussi des reconstitutions, que ce soit médiévales ou antiques, pour qu'ils aient le recul nécessaire pour déjà la construction des lames, c'est-à-dire vous verrez que c'est en acier damassé, et en plus l'épaisseur de la lame typique possible. Et là, on est sur du trop gros volume, mais ça on le verra ultérieurement. Donc, j'ai discuté avec M. Grewer, il m'a raconté ce que je pouvais faire, il m'a dit que c'était complexe parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, il m'a renvoyé sur un autre monsieur que j'ai croisé autant, qui s'appelle M. Seigne, qui est un chercheur qui était à l'université de Tours et qui a fait, lui, la découverte de la scierie de Jerash, donc c'est en Jordanie. Que vous devez avoir ici, donc à Gerasa. Alors on écrit avec un J ou Jerash, comme vous voulez. Et donc c'est tout dans cette zone, et c'était le deuxième prototype. Alors le problème c'est qu'ils ont fouillé une zone qui avait déjà été fouillée par les Américains, parce que forcément vous imaginez la zone, et ils avaient découvert ce site dont il va vous parler tout à l'heure, mais ils n'arrivaient pas à savoir ce que c'était précisément. En plus ça avait été remblayé, enfin, on considérait que c'était simplement une zone de moulin à eau, sans plus. Sauf que il a tout refait déblayer, et surtout il y a quelque chose qui a changé la donne, c'est qu'ils ont trouvé un fût de colonne, c'est-à-dire, vous savez, c'est des grosses choses rondes, vous le verrez tout à l'heure, qui étaient striées d'encoches, en fait, par 4, et extrêmement régulières. Et ils se sont dit, même avec la qualité de sillage, on le verra sur des sillages monolames, c'est pas possible d'obtenir ça. Donc, ils ont tout déblayé le site, et ils ont regardé ce qu'ils avaient, comme toujours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas collé ce qu'ils voulaient, eux, mais ils se sont dit, que nous dit le site. C'est comme la traduction, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la possibilité. Non, mais c'est vrai ce qu'on en fait, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que généralement, tu as tendance à vouloir faire dire quelque chose au texte, alors que le texte ne dit pas ça. Et qu'en fait, il faut revenir à ce qui est proprement dit pour dire, même si ça fausse nos hypothèses à nous. Et donc, il s'est dit j'ai des marques sur la pierre, parce que c'est un support en pierre, comment est-ce que je peux tirer quelque chose de ça? Et en fait, donc il a travaillé avec un architecte, ce qui l'a beaucoup aidé aussi, et l'architecte avait une vision mathématique des choses. Même si M. Seigne aussi est très très bon. Et ils se sont dit, il y a un côté d'entraînement, parce que la pierre était usée et ça devait tourner. Donc, vous savez comment on imbrique sur un puzzle, c'est-à-dire que tu mets une pièce, après tu retrouves les autres encoches, etc. Et ils sont remontés justement à une structure qui est différente de celle d'Éphèse. Vous avez vu, celle d'Éphèse, elle est très en longueur. Celle de Jacques Seigne, celle de Jerash en l'occurrence, elle est toute en hauteur, avec 2 cadres. Et il y a forcément 2 cadres de scie de chaque côté de la roue à aube pour équilibrer les forces. Vous allez voir avec les images. Donc, la scierie de Jerash, il y a eu des publications. Grâce à ce qu'on a trouvé sur le centre Jean Bérard, il y a toute l'intégrale en fait, de ses études où il raconte ce qu'il a vu et toute son étude archéologique. Donc, je vous donnerai les liens de tout ça via Garom ou Assimilé, vous les mettrez sur le site Facebook qui est dédié à la pierre ou sur la chaîne YouTube, vous verrez. Histoire que vous puissiez voir ça, parce que c'est extrêmement intéressant, si ça vous intéresse. Donc, il a travaillé avec son architecte, et ils ont, de même que Grewer, concrétisé ça en version 3D. Et c'est sur celle-là sur laquelle on est parti. Vous avez ici donc l'arrivée d'eau, vous voyez, l'échelle avec le monsieur, et le mouvement de Biel-Magnédel, parce qu'ici, on avait des traces donc, de rotation de quelque chose. Alors visiblement en métal parce que le bois, lui, aurait pas forcément marqué. Et surtout, vous me direz, comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de traces qui nous explicitent? Parce que le bois, en fait, a été récupéré, ou alors a été détruit avec le temps, mais détruit, je ne suis pas convaincu parce que c'est du chêne. Et que le chêne, et donc j'ai demandé à M. Béret, un menuisier, là, je l'ai eu avant, et il me disait c'est quelque chose de
un bois qui a une caractéristique assez imputrescible et qui résiste à travers le temps, c'est pour ça qu'on le retrouve. Donc logiquement, ça a été récupéré, ça a été brûlé ou assimilé, enfin qu'importe. Donc il restait que la structure que vous avez ici, c'est-à-dire ces morceaux en pierre avec le tour. Et donc il a fait ça, vous voyez vu d'en dessus, et je vous parlais de ces deux cadres, ce cadre ici et ce cadre ici, je pense que vous les voyez là de chaque côté, c'était pour équilibrer les forces d'entraînement, c'est-à-dire les deux bielles, qui entraînaient de manière similaire les coupes des lames. Et vous voyez en dessous, il y a des gros fûts de colonnes. Généralement, ils ne coupent pas de la petite pierre, c'est-à-dire qu'ils prennent de la grosse pierre longue, qui est à peu près sur du 2 mètres, 2 mètres 50, ils la posent en dessous. Alors M. Haas vous complétera en disant qu'il y a des manières de fixer la pierre sur le bois pour pas que ça bouge et tout ce qui va avec, tout à l'heure, parce qu'on va intégrer le système pierre. Monsieur Seigne a fait à peu près la même chose qu'avec nous, c'est-à-dire qu'il a fait travailler des élèves, mais lui, il a fait travailler directement un CFA, et il leur a fait faire, d'après les plans qu'ils avaient, une reconstitution qu'ils ont emmenée en avion sur le site de Gerach, et qu'ils ont remis, grâce à un financement de l'UNESCO, dans le site, qui n'était pas forcément fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle ne sciait pas, mais ils avaient tâché de reconstituer ce qui pouvait l'être. Et donc, je vous montre la vidéo qu'ils ont faite, qui dure 2 minutes, justement sur cette scie-là. Voilà, donc là c'est passé à Gerach, avec ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc ça on l'a refait aussi ultérieurement avec les lycéens. Ce qui est bien parce que ça permet de toucher tout le monde en fait, et donner une concrétisation. Donc c'est ça, c'est ce que vous voyez, ce qu'on appelle les OG. C'est pas que des plaques, c'est vraiment une sorte de triangle qui permet de retenir l'eau. Alors généralement, ils l'ont fait en chaîne, en intégralité, Allez, go! et ils la placent sur le site. Allez, essayez de mettre un moment sur le aller. Alors, ce que vous voyez ici, je fais une pause de secondes. Ici, c'est tout noirci. Je pense que vous voyez en haut à gauche. Parce qu'en fait, ils ont brûlé le bois pour obtenir quelque chose d'assez lisse qui permettait de tourner. Parce que les axes, sinon, ça chauffe énormément. Nous, on a pris, vous verrez plus tard, le principe de faire fonctionner bois sur métal pour éviter ça. Et je pense que ça devait être bois sur métal. Parce que sur des poids aussi importants, ça va trop s'échauffer. Alors voilà le site avec la ville derrière et la scie qui est placée ici. Donc vous voyez, c'est tout prêt à fonctionner mais ça ne coupe pas. Le problème, c'est ce que nous disait M. Seigne, c'est que comme c'est un site UNESCO qui n'est pas protégé, ils ont laissé la machine à un moment parce que tout le monde est rentré en France et le site a été forcément, vous vous en doutez, tout détruit. Donc le bois a été récupéré, donc il n'y a plus rien. Ce qui est fort dommage. Là, ils ont choisi de le faire en chaîne, ce qui peut se comprendre, ou en bois local, comme le cèdre du Liban par exemple, c'est-à-dire des bois extrêmement résistants. Nous, on l'a fait en grande majorité en résineux, parce que déjà, c'était moins cher et moins lourd, surtout pour le transport. Mais il faut savoir que les expériences qu'on a menées ces dernières années nous font dire qu'en fait, les Romains prennent le bois local. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas amener, sauf des choses extrêmement spécifiques, mais ils ne vont jamais aller s'embêter à amener du bois, en tout cas alors qu'ils en ont plein partout, surtout sur des zones similaires où il n'y a quand même pas forcément tout le temps de l'eau parfois, et que les bois sont extrêmement compacts. Donc voilà, ça c'était le postulat à partir duquel on est parti. Alors M. Seigne, je vous montre juste un petit extrait de la conférence qu'il a donnée, c'est à 8 minutes 19, donc il était à Guédelon avec la présidente, il me semble, et donc il raconte comment ça s'est passé au niveau de sa découverte. Donc là je vous montre 2 minutes pareil, comme ça vous aurez toute l'intégralité pour comprendre la suite de ce qu'on a mené. On a pu lancer une fouille.
Et donc le dégagement de la salle a permis effectivement de trouver les restes d'un moulin à eau, vous le voyez très bien, et avec le canal d'évacuation, et vous apercevez aussi de part et d'autre 2 tambours de colonne en cours de sciage. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que toute cette zone en fait avait été fouillée par les Américains, parce qu'on cherche en même temps, bien sûr, dans les archives, fouillée par les Américains en 1927, quand ils transforment une partie du cryptoportique voisin en musée de site. Donc c'est pour vous dire que la recherche archéologique parfois prend des détours un peu curieux. Ils ont bien trouvé ça, et il n'y a rien, aucune mention. On a simplement 2 photos qui traînent donc à la Yale, lesquelles photos nous ont été transmises immédiatement par la Yale, d'ailleurs sans aucun problème, avec plaisir. Et donc c'est une installation qui, en ayant repris bien entendu toute la fouille tout autour, se révèle être absolument complète, avec tout le dispositif. Vous apercevez ici, donc sur le plan qu'on peut dresser, le point rouge, ça doit être ça, oui. Donc vous avez 2 aqueducs, on est en pleine ville, ce qui est normal, mais ce sont des aqueducs d'époque byzantine qui viennent remplir une grande citerne qui est ici, qui est la citerne qui va desservir tout le système d'adduction d'eau de l'époque byzantine de la ville, avec la prise d'eau principale qui est là. Et il y a simplement ici, au niveau d'un trop-plein, et c'est bien un trop-plein, donc on voit très bien que l'énergie et l'eau qui va être nécessaire pour faire tourner la machine ne pourra être utilisée que lorsqu'on aura satisfait d'autres besoins. C'est pas le siège de la pierre qui va devenir la chose la plus importante. Donc un trop-plein qui alimente un bassin réservoir bief, à partir duquel vous avez une chute d'eau qui va entraîner le moulin qui était ici. Et vous voyez que l'on a affaire à un moulin par en dessus, c'est-à-dire qui est alimenté donc par en dessus, et vraisemblablement à Auger, vu la section extrêmement étroite du canal de fuite, etc., etc. Et justement, c'était des noms, parce que ce que vous voyez à droite, c'était il y a quelques années, je crois que ça va faire 3 ans maintenant, où ils avaient fait leur moulin à eau, justement, pour moudre la farine. Et ils étaient en plein questionnement sur ce qu'on appelle une lanterne, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, sur les engrenages. Et justement, M. Seyne intervenait parce qu'il y avait effectivement un engrenage, des premiers engrenages, de même que Vitruve l'avait énoncé dans ses moulins à eau, pour entraîner les structures rotatives. Donc là-dessus, vous avez compris qu'il y a un petit bassin en dessus, qui est tout en haut à droite, là. Et ce bassin-là retient l'eau. Alors, l'aqueduc déverse son eau dans la grande citerne. La nuit, quand il y a un trop-plein, le trop-plein est rempli par l'eau résiduelle. Et le matin, ils ouvrent une vanne tout en haut, puisque vous verrez que l'eau, vous l'avez même déjà vu, l'eau tombe en dessus. Et l'eau coule. Donc le bassin est calculé pour que ça déroule à peu près pendant 8 heures. Donc 8 heures d'eau qui non-stop. Et quand c'est fini, forcément, on referme la vanne. Et le bassin se remplit, etc. Et donc il y a un mouvement mécanique, quasiment de manière autonome, c'est-à-dire qu'il faut 1 ou 2 personnes à la rigueur pour rajouter le sable ou l'eau ou vérifier qu'il ne se passe pas de problème. Mais grosso modo, le truc est autonome. Sauf que, et c'est un de nos problèmes actuellement, c'est qu'il n'y a pas de... Oui, c'est dans l'idée du fusible, mais forcément, quand l'eau coule, il n'y a pas de zone qui est plus fragile qu'une autre pour casser. Donc si jamais la lame elle coince dans la pierre, soit la pierre elle casse, soit c'est pour ça qu'on suppose, on a parlé avec le Seyne, qu'en haut, c'est-à-dire tout au niveau de la vanne et du bassin, il y avait forcément toujours quelqu'un qui était prêt à refermer la vanne immédiatement pour servir de rupteur, justement, si jamais il y avait un problème. Parce qu'aujourd'hui, dans les moteurs ou dans les systèmes, il y a toujours un point qui est fait pour sauter. Ensuite, on a eu la chance d'avoir les travaux de M. Grévois, que vous voyez ici, et surtout d'avoir à Éphèse, enfin à Hierapolis, puisque c'est pas assez long de la citer, ce bas-relief, en fait, ce haut de sarcophage, en fait, qu'on n'a pas compris au début, qui était représenté avec ici, sur la gauche, le premier cadre de scie, et là, le deuxième cadre, où la bielle, enfin le cadre ici et la bielle et la roue. Donc on s'est posé beaucoup de questions de savoir ce que ça représentait parce qu'on n'avait pas de représentation, c'était la première découverte. Et avec le croisement des deux, parce que les deux scientifiques se connaissent finalement, ils sont arrivés à trouver le fait que c'était une scie hydraulique, c'est-à-dire la première autonomisation du travail. Je vous parlais tout à l'heure du fût, vous savez, qui était coupé en multilames. Et en fait, on a su assez rapidement que c'était 4 lames, puisque vous voyez, il y a 4 encoches qui étaient disposés sur les cadres de scie, pas plus, pas moins. Alors vous me direz pourquoi ce fût est resté, pourquoi il n'a pas été emporté, pourquoi il n'a pas été cassé. Parce qu'on pense qu'en fait ça peut être soit une coupe ratée, parce que ça a pu effectivement être une coupe ratée, ou alors un problème de rupteur dont on parlait précédemment parce que ça a bloqué,
ou alors que c'était simplement des tests d'alignement. Donc on a retrouvé ça, et heureusement qu'on a retrouvé ça, parce que ça a permis de croiser beaucoup plus vite les informations et d'arriver à comprendre justement que toute la structure que vous avez vue archéologiquement était une scie automatique en fait. Et je vous parlais des engrenages tout à l'heure, et ça justement vous le voyez, ce type d'engrenage, ça c'est Vitruve, donc je pense que certains connaissent. C'est un architecte romain qui a beaucoup œuvré pour justement les moulins en l'occurrence, mais pas que. Et ici, vous voyez, il y a un grand engrenage qui est en zoom ici, et ce grand engrenage fait avec des petits picots, c'est-à-dire soit des picots ronds, soit des petites dents. En fait, ces petites dents étaient extractibles, ce qui fait qu'on pouvait les changer. N'oublions pas que le monde romain n'est pas un monde forcément où on a le temps, c'est un monde de rentabilité comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il faut de la production, et s'il y a quelque chose à changer, il faut que ce soit rapide et efficace, et limite peu coûteux. Donc, ils calculent tout en avance, les Romains, pour que ça soit interchangeable. Et de même, ce que vous avez en dessus, là, ce petit bloc rond, ça s'appelle une lanterne. C'est ce qui permet de transformer un côté d'un mouvement en un autre. Et pareil, ce sont des petits barreaux qui sont généralement tournés autour à bord, on verra après, et qui sont enclenchés, qu'on peut enlever, etc., qu'on peut régler. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire cette année, parce qu'on a un problème de pas entre l'engrenage et la lanterne, et on va corriger la lanterne justement pour récupérer la distance d'entraînement. Donc ça existait déjà, donc on sait que ce principe-là fonctionnait, et donc que ça pouvait s'appliquer à une scie hydraulique sans aucun souci. C'est-à-dire qu'on a travaillé énormément sur les traités, c'est-à-dire les machines éliminatrices d'eau, donc on a lu beaucoup de thèses, beaucoup de travail sur la métallurgie pour M. Amardaï, qui est ancien professeur du lycée, qui est là-bas au fond, qui en parlera tout à l'heure. On a fait des thèses sur la scie hydraulique, on est allé voir Guédelon pour voir comment ça se passait aussi au niveau de l'entraînement, puisque forcément ils étaient en expérimentation et que les techniques médiévales découlent des techniques antiques de toute façon, alors avec plus ou moins de changements, mais bon, on y arrive sur le principe, hein. Et pour être sûr de construire quelque chose qui soit vraisemblable. Alors oui, je pense qu'il y a des fautes, parce qu'on n'est pas omniscient, etc., mais on y arrive quand même pas mal. On a attaqué aussi tout ce qui était fer en Antiquité. Alors c'est des tests qui sont parfois un peu complexes, parce qu'on parle justement de la manière dont ils traitaient le fer, c'est-à-dire parfois les Romains défrichaient des pans entiers de montagnes, creusaient des galeries pour extraire le fer, donc ce qu'on appelle après des hauts fourneaux, c'est-à-dire des grandes zones où ils faisaient chauffer des forêts entières pour fondre et obtenir du métal. On sait que dans les galeries des Romains, quand ils creusaient, à un moment sur une colline par exemple, quand ils n'arrivaient plus à creuser, ils fonctionnaient par pression, c'est-à-dire qu'en fait ils dérivaient l'eau et ils remplissaient les galeries d'eau jusqu'à ce qu'en fait le poids de l'eau soit plus important. Ils faisaient des micro-perforations de l'autre côté de la colline, et en fait toute la colline s'effondrait et dégageait le métal, et ils avaient ensuite en bas qu'à trier justement tous les résidus métalliques. Fascinant, une rentabilité, une ingéniosité remarquable. C'était les premiers non écologistes. Par contre, mais sérieusement, et il y a des études qui montrent que justement le carbone et les suies justement dues à autant d'arbres brûlés ont un impact sur la nature à l'époque et sur les récoltes, particulièrement dans le nord de la Gaule. On a regardé sur tout ça, c'était un atelier marbrier. Alors marbrier qui veut dire de la pierre. Et à l'époque justement, ils avaient tendance à faire du cadre monolame. Alors là, je remercie M. Haas et M. Béal de venir ici 2 secondes pour faire une première intervention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, je suis moi carrier, tailleur de pierre et scieur de pierre depuis 50 ans maintenant. Et avec Dominique Béal, nous sommes également compagnons du devoir. Et nous faisons partie de l'association Rhône-Alpes, l'association Rhône-Alpes de défense des terres naturelles de Rhône-Alpes, pour laquelle nous travaillons pour avoir ce qu'on appelle l'IG, c'est l'indication géographique, c'est-à-dire que nos pierres marbrières calcaires soient reconnues comme telles par leur qualité et la possibilité de enfin pouvoir à nouveau les mettre en œuvre dans notre belle région Rhône-Alpes. Donc quand Olivier m'a appelé, moi j'ai une usine de sciage de pierre depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que les châssis, ce qu'on appelle un châssis pendulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, la mécanique nous permet d'avoir d'autres technologies plus performantes, mais ce qu'on appelle le châssis pendulaire, c'est celui-là qui est produit avec des cordes et des contrepoids, qui permettait de donner à la fois juste la pression qu'il fallait pour que le sable ne se casse pas trop vite, mais reste abrasif le plus longtemps possible avec l'apport de l'eau, le moins d'eau possible,
à la fois pour ne pas user trop d'eau parce qu'il n'avait pas la possibilité d'en avoir trop en réserve, et également de ne pas chauffer la lame parce que les lames, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, par rapport à ce qu'ont fait les Allemands avec des lames de 18 cm de haut apparemment, où il faut un minimum de 5 à 6 tonnes par lame de tension pour pouvoir la garder rigide, c'est-à-dire que le bois ne le permet pas. Donc, par contre, les lames qu'il a utilisées, ça nous permet de les tendre suffisamment avec un mouvement plus long pour dégager les bouts de sciage et moins rapide pour ne pas échauffer la lame, c'est-à-dire on utilise moins d'eau, un peu moins de sable. Donc on provoque une boue. Cette boue permet ensuite d'obtenir le polissage des tranches. Quand on les a coupées, on a coupé un bloc, on prend cette boue qui est déjà affinée, on frotte les plaques l'une contre l'autre jusqu'à avoir un polymat si vous voulez, et ensuite on les cirait à l'huile d'olive et avec un savon et mélangé à l'huile d'olive, et on obtenait un poli quelque part qui était suffisamment en tout cas agréable esthétiquement et qui donnait la couleur de la matière. Parce qu'avec ces méthodes-là, on ne sait pas les pierres tendres et demi-dures, on ne scie que les pierres dures et les marnes. C'est surtout pour les marnes. Les autres, on les taille à la main ou on les scie à la scie monolame, manuelle. On allait plus vite qu'avec ce système-là. Hein. Alors, ce que vous avez en cadre ici, Monsieur Béal, comment ça marchait avant, en fait, le monolame? Comment est-ce qu'on arrivait à couper à l'ancienne, ou Monsieur Dehaze, parce que ce qu'on appelle monolame, c'est ce que vous avez. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça fonctionnait cette chose-là? Donc le monolame, bien sûr, c'est une lame qui est posée sur un châssis, comme on a pu le voir dans les différentes. C'est une lame qui est posée sur un châssis qui était actionné donc par une bielle et un abrasif de sable ou de carbo pour créer un frottement et une rainure dans le matériau. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise toujours à l'heure actuelle. Seulement maintenant, on utilise des lames montées pour les pierres calcaires et marbrières, des lames montées avec des segments au carbure qui sont toujours refroidis par l'eau, et on a toujours ce mouvement de bielle qui permet l'usure, comme on voit sur la photo, l'usure de la matière. Donc ça, c'est effectivement c'est le contemporain. Donc c'est toujours une technique qui est employée, technique, hein. Mais principalement pour les pierres calcaires et marbrières. Si on parle de granit, là on travaille avec toujours un abrasif qui est de la grenaille, qui est plus ou moins de la ferraille, quoi, de mauvaise qualité, enfin de mauvaise qualité à la base, quoi, parce que c'est souvent de la ferraille de récupération qui est rendue à l'état de poudre et qui travaille en frottement sur le matériau, sur le granit. Donc c'est encore une technique qui est toujours exploitée à l'heure actuelle pour le granit. Donc la différence, le sciage du granit et des pierres calcaires, le calcaire se coupe actuellement avec des segments montés sur les lames, et pour le granit, eh bien, c'est toujours l'abrasif et le frottement qui permettent de couper le matériau. Même technique. Donc, toutes ces finitions, sur les photos là, on voit souvent des lames de pierre assez fines. Bien sûr, ces choses-là étaient faites pour les travaux de finition. C'était pas pour faire la construction, parce que le coût était beaucoup plus élevé. C'était vraiment pour faire du dallage ou des parties beaucoup plus fines. La taille de pierre toujours continué. On a toujours exploité et fait des parements par forme d'éclatement de la pierre. Je rebondis sur cette photo parce que je pense que s'il y a eu un petit incident, a priori on voit qu'il y a un problème de sciage sur les épaisseurs et puis qu'ils n'ont pas fini de le scier. Pourquoi? C'est sans doute un élément de colonne. Pourquoi scier une colonne d'abord? C'est s'ils se sont arrêtés à l'axe, c'est qu'ils devaient vouloir faire une entaille à 90 degrés pour la placer dans un angle où elle a une fonction, cette colonne. Oui, on n'a aucune raison de scier une colonne pour faire des plaques de marbre. Ça n'a pas de sens, ni économiquement, ni voilà. Donc elle avait une fonction particulière. Et lorsque tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui devait couper l'eau s'il y avait le moindre problème,
Pas forcément, parce que le problème, si tu coupes l'eau, si la machine reste plantée dedans, elle ne redémarre pas et tu ne la remontes pas. Il faut au contraire laisser l'eau et remonter tout de suite les lames. Ce qu'on a eu comme problème. Le plus vite possible, pour pas que le sable bloque les lames dans la matière. Ah ben on l'a eu, c'est pour ça qu'on a ce morceau de lame, enfin de pierre, parce que justement elles ont bloqué. Et c'est vrai que ressortir les lames, c'est impossible, franchement. Donc merci, vous reviendrez tout à l'heure parce que j'ai une deuxième question. Donc je continue sur le principe, merci messieurs. Et c'est ça que j'apprécie parmi tous les acteurs qui ont participé à ce projet, c'est qu'ils sont tous extrêmement compétents dans leur domaine et qu'on a pu émettre toutes les hypothèses nécessaires pour en arriver justement à partir du site qui est donc le site de Gerache. Et à partir de ça, justement, nous on s'est basé là-dessus, sur à peu près 40 cm de diamètre, d'épaisseur. Et là, vous avez la structure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui était la structure en pierre sur laquelle reposait l'axe. Et toutes ces marques-là, en fait, c'était l'entraînement de la bielle, justement, qui ont bouffé vous le voyez ici en dessus, qui ont bouffé la pierre. Et justement, ça nous a permis d'avoir, enfin, M. Sian en tout cas, d'avoir les premières hypothèses pour la scie en entraînement. Pourquoi Atelier Marbrier? Parce que aussi, ça c'est le service archéologique de la ville de Lyon. Il y a eu, donc à côté d'ici, juste à côté d'ailleurs, il y a donc la place à Villarue, où il y a eu des fouilles, effectivement, qui ont été faites. Et donc M. Savéguera, l'ancien conservateur, et M. Gaillot, qui est géomorphologue, c'est-à-dire qui s'occupe de tout ce qui est attrait au sable, à la terre, etc., ont découvert un atelier de sciage de pierre, mais cette fois-ci monolame, comme on vous l'a expliqué juste avant. Et ils ont trouvé des résidus, vous savez forcément qu'ils ont laissés, alors mélangés à plein d'autres choses. Ils ont fait des tests, mais ils n'ont pas de résultats probants parce que soit c'est trop abîmé, soit c'est trop mélangé, soit ça ne correspond pas à ce qu'ils attendaient. Donc pour l'instant, ils sont très curieux au service archéologique de la ville de Lyon, et ils nous suivent sur ce projet-là toujours d'acier hydraulique, d'avoir les résultats de coupe qu'on va faire avec cette scie mécanique, en testant les différents sables de la région, puisque eux ils attendent d'avoir des résultats par rapport à ce qu'ils ont déjà pour voir comment ça se passe, le mélange. Donc on a les pompiers du SDMS du Rhône ont plongé dans le Rhône et dans la Saône il y a 6 mois maintenant. Ils ont extrait à peu près 30 à 50 kg de sable des alluvions de rivière, mais vraiment intérieur. Et donc M. Gaillot, aussi le géomorphologue, est allé dans d'autres structures pour récupérer du sable, et on va pouvoir tester tous ces sables, alors sur un banc d'essai et sur la grosse scie. Mais d'abord sur le banc d'essai, il y a la jeune fille qui est ici, qui interviendra tout à l'heure, qui est à l'école centrale, qui a repris le projet avec son enseignant qui est M. Hou. Et donc ils vont voir ce que ça donne sur un petit banc d'essai réduit avec des pierres qui leur ont été données, leur plus ou moins dures. Le porphyre, il me semble, étant la pierre la plus dure, si je ne me trompe pas. Et donc ils vont tester, on va voir ce qu'on a comme résidu, on va l'envoyer au test et on va le comparer avec les fouilles archéologiques en fait qu'on a eues. Donc plein de questions et plein de réponses, effectivement, on l'espère. Donc tout ça posé, vous voyez l'idée, on est passé ensuite au lycée avec la construction sur un logiciel qu'on appelle SolidWorks, et après on est passé sur un autre logiciel qu'on appelle SketchUp, qui est dédié à l'artisanat. Alors lui, c'était compliqué parce que les deux logiciels n'ont pas forcément les mêmes... ils ne communiquent pas ensemble. C'est-à-dire que c'est très compliqué, et encore le logiciel de l'école centrale ne communique pas avec l'autre, donc on avait à chaque fois à recommencer et à rétablir les nouvelles proportions. Donc les élèves et les enseignants ont fait toute cette structure, étape par étape, ce qui nous a permis en fait d'avoir toutes les cotes pour travailler à la menuiserie et édifier la structure. Ce qui n'a pas été une mince affaire, on va le voir juste après. Donc on a repris un peu le même principe que Monsieur Seigne, mais en affinant ce qu'il avait. Alors ici vous avez une petite vidéo, donc on a fait un suivi, et où il y a des lycéens, c'était il y a 2 ans, qui s'occupent de faire les calculs de force. Un tour en 3 secondes. Et on obtient ainsi, en sachant que la course d'Alan est de... Voilà, et donc ils calculent, et ils obtiennent à peu près 20 tours minutes pour la roue. Et on s'est aperçu qu'en fait, il fallait que la roue tourne à cette vitesse-là pour entraîner la bielle, et que la bielle n'aille pas trop vite. Il me semble que c'était aux alentours d'entre 15 et 25 coups minutes. Il me semble, parce que plus vite, ça scie pas. Ou ça scie mal en tout cas, et donc on a une petite marge. Donc il fallait qu'on se cale par rapport à ça.
Donc ils ont bien œuvré là-dessus, ils ont fait les plans, etc. Et on a pu aussi faire au lycée, c'était la Martinière du Cher qui a travaillé avec nous là-dessus, faire les résistances du bois. Donc là c'était une poutre qui fait 18 cm par 18 cm, c'était le standard qu'on a choisi de prendre. Et ce que vous voyez ici, c'est l'axe qui était censé réunir l'entraînement rotatif et la bielle. Donc c'était le point en fait de tension absolue. Donc ils le font au vérin, donc la résistance, même sur du résineux, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon ça tenait. Et en plus on l'a cerclé, vous le verrez ultérieurement, parce que toutes les pièces métal ont été faites par un monsieur qui s'occupe d'un magasin de vente de pièces de moto, mais qui est passionné aussi de mécanique et d'antiquité, qui s'appelle Philippe Dufaux. Le magasin c'est KS Motorcycles à Anse, et lui il a suivi, il nous a aidé, il nous a financé toutes les pièces métalliques, et ça a été un concours de circonstances qui fait qu'on a pu aboutir à ça. On s'est posé la question de l'engrenage lanterne aussi à faire, parce que ça c'est pareil, c'est un couple avec les lycéens de la Duchère, et il fallait qu'ils calculent sur logiciel comment ça se passe. Alors le problème c'est qu'on a découvert un truc qui n'est pas top, c'est que entre les conceptions virtuelles sur logiciel où tout fonctionne nickel et le bois, et le bois chaud ou le bois mouillé, et ben c'est pas pareil. Et là, et ben parfois on a pleuré. Parce que ça marchait pas. Ça marchait très bien sur le logiciel, mais ça marchait pas en réalité où ça marchait avec difficulté. Donc on y arrive doucement, mais c'est quand même beaucoup d'empirisme, c'est-à-dire le fait d'essayer, etc. Et on sait que les Romains, là, sur des scies hydrauliques de 200 après Jésus-Christ, c'est pas de l'empirisme. Ils savent exactement où sont les engrenages, comment ça doit aller, etc. Sauf que nous, maintenant, on fait des engrenages limite à l'imprimante 3D, donc pas de problème. Donc ça, c'était les premiers plans. Vous les constatez, ils sont un peu grossiers, parce qu'on essayait de voir comment ça pouvait fonctionner, etc. Donc on a tout réduit avec le temps pour se rapprocher plus de ce qu'avait M. Seigne. Et en plus, ultérieurement, on a fonctionné. Donc ça, c'est à l'atelier de M. Bérère à la menuiserie, avec 2 logiciels, parce que les élèves venaient avec leur logiciel qui s'appelle SolidWorks, et le menuisier fonctionnait avec SketchUp, qui était un autre logiciel, donc il fallait sans arrêt qu'on modifie pour récupérer les bonnes cotes. Donc du travail, mais en même temps, les lycéens, donc vous les voyez là, ils ont été extrêmement efficaces. Et ils ont appris quelque chose, c'est l'adaptabilité face aux problèmes. Et ça, franchement, pour leur futur travail d'ingénieur, c'est excellent. Et ils ont côtoyé le monde de l'artisanat, c'est-à-dire on tape dedans. Donc à un moment, ils étaient obligés d'être confrontés à on a quelque chose, c'est une matière, ça ne fonctionne pas comme ce qu'on a, et on corrige, on s'adapte. Et ça, franchement, je pense qu'à partir du moment où ils savent faire ça en fin de projet, on est bon. Ultérieurement, donc ça, c'est ce qu'on appelle un projet d'études, c'est à l'école centrale. Monsieur Housse, il veut bien venir 2 secondes. Ouais, bon, on va dire 1 minute, parce qu'après il y a toute la suite. On a bien. Donc ça, c'est un étudiant de centrale dans les premières années, et ils ont décidé de faire un PE. Alors je laisse Monsieur Hou, qui est enseignant à l'école centrale, présenter ça. Voilà, donc à l'école centrale, on a en première année la possibilité, est offerte aux élèves de travailler en gros 4 heures par semaine le mercredi après-midi sur des projets. Et puis en l'occurrence sur ce projet, notre contribution a été de réaliser un dispositif qui permet ici de reproduire les mouvements donc, de la scie et puis de simuler donc l'abrasion. On voit ici donc ça doit être un porphyre là, qui est installé, la lame qui se translate, et puis en extrémité de dispositif, on a un capteur qui vient mesurer en fait l'effort tangentiel de la scie. Donc de façon à voir un petit peu quels sont les efforts donc, qui sont appliqués sur l'ensemble du mécanisme. Donc le dispositif a fonctionné, donc on a eu quelques résultats. Et puis cette année, on va reproduire ces essais de façon à venir essayer un certain nombre de sables différents, de matériaux également différents, et puis regarder ce qui se passe quand on va rajouter de l'eau, quand on va modifier également la vitesse de translation de la scie. Donc on va essayer d'élaborer un plan d'expérience pour pouvoir arriver à avoir un petit peu plus d'informations sur le phénomène de découpe par abrasion de la matière, de la pierre dure. Ok, donc le marbre, c'est ce dont je vous parlais, c'est ces matériaux durs, et effectivement il avait raison M. Dehaze, c'était seulement dédié, ces mécanisations, aux matériaux durs
Donc ce que vous avez là, c'est du porphyre. C'est la pierre la plus dure. Alors il y a du porphyre rouge et du porphyre vert. Si vous faites attention quand vous descendez le petit théâtre, le théâtre qui est en bas, vous verrez, il y a du porphyre qui est sur le sol encore parce que c'est un matériau extrêmement cher. Et justement, c'était un signe de prospérité d'en avoir. Donc M. Savé-Guéraz, qui était l'ancien conservateur du musée, nous a épaulé sur tout le projet. Et donc lui, il était spécialiste en pierre, ce qui nous arrangeait bien. Donc non mais c'est vrai. Et il nous a donc fait des conférences, et particulièrement aux étudiants de Centrale. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que c'était ce gros bloc là par contre c'était M. Dehaze qui me l'a montré. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des marbreries, enfin c'est des coupes de pierre contemporaines. Hein. Et M. Béal et M. Dehaze nous ont fourni ce bloc-là, que vous voyez, qui servira justement à la coupe, et qui sert toujours à la coupe. Donc il me semble, il fait 2 tonnes, je crois. C'est ça, hein. Oui, et donc c'est une pierre semi-dure. Et alors on a découvert qu'elle était extrêmement poreuse. Et c'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de mettre de l'eau, parce qu'en fait c'était pris par toutes les petites cavités. Contrairement à ce que vous venez de voir en pierre dure, comme le marbre par exemple, qui lui n'a pas d'espacement. C'est pour ça qu'il limite il faut peu d'eau pour ces types de pierres beaucoup plus dures. Mais ça c'est l'expérience qui nous a permis de le savoir aussi. Donc on a tiré ce morceau que je vous ai montré parce qu'on l'a cassé. On l'a cassé pas volontairement, on l'a cassé parce qu'on a eu ce problème-là de lame, parce qu'on a eu le malheur de les laisser, je crois, même pas un quart d'heure. Sincèrement, ça doit être un quart d'heure, 20 minutes, enclenché vous verrez tout à l'heure, dans la pierre. Et pour les ressortir, on était 3, dont des gaillards. Hein. Et non, non. Donc, casse. Voilà. On a eu ça, c'est-à-dire que c'est les résidus de polissage sur le côté. Et généralement, on sait qu'ils les reprenaient, c'est-à-dire le sable qui a été évacué. Vous voyez les lames qui sont tout en haut, qui sont enclenchées dans la pierre. C'est pour ça qu'en fait, elles sont coincées à la fin de la journée. Je crois qu'on était descendu 12 cm à peu près avec ce type de lame plate. Et donc, on avait tout le sable qui était sur le côté. Donc, généralement, on en remettait, on en réutilisait. Mais il devient extrêmement fin après. Et on peut le réutiliser pour obtenir quelque chose, une finition, justement, pour toutes les plaques, toutes les zones de plaquage. Vous allez voir les axes qu'on a tournés, on les a tournés en chaîne jeune, mais maintenant ils sont tout fendus. Ça ne bougera pas, hein, mais c'est vrai qu'on a des variations. Pour des machines comme le polybolos, la petite arbalète, c'était compliqué. Là, franchement, donc là, c'est Dispano qui nous livre à la menuiserie nos 4 tonnes de bois, enfin 3 tonnes 5, parce qu'après, il a fallu, donc merci les anciens élèves, il a fallu tout dégauchir, c'est-à-dire passer aux machines pour les aplanir, à la raboteuse, couper sur je ne sais combien de morceaux de bois qui pèsent leur poids. Donc c'est vrai que j'avais la chance d'avoir des anciens élèves qui ont toujours suivi et d'en avoir toujours à la menuiserie pendant quasiment 1 an, quand on faisait ça les mercredis, les samedis, les dimanches, parce que non, il fallait avancer quoi, sur le principe. Donc c'est vrai qu'on pouvait travailler quasiment 8-10 heures. Je leur disais venez m'aider le matin, et je leur mentais. Je savais très bien qu'on allait finir à 21h. Et effectivement, on finissait à 21h, mais ils étaient plutôt contents. Donc là, c'est Evan qui nous a beaucoup aidé, il y a Quentin Fournel, il y en a beaucoup. On a attaqué avec le menuisier la scie AOG. Donc ce que vous avez vu, là on a fait par contre en triplis, c'est-à-dire 3 petites parcelles de bois qui sont coupées l'une sur l'autre, parce que notre roue AOG n'avait pas pour but d'engranger l'eau. C'est pas quelque chose qui va être moteur de la scie, parce qu'on ne peut pas avoir 2000 litres de débit d'eau par minute, c'est pas possible. Enfin, même avec le Rhône à côté, c'est pas possible. Donc on s'est dit ça va être décoratif, mais il faut quand même que ça tienne la route. La scie AOG finie vous donne ça à peu près, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez tout ça, donc c'est un assemblage, etc. Alors la vraie roue faisait 4 mètres de diamètre. Là on l'a faite à 3 mètres, non seulement parce qu'elle était décorative, mais surtout parce que montée, elle ne passait pas sous fourvière. Parce que vous allez voir sur les transports, non mais c'est vrai, et déjà que ça m'angoissait naturellement le transport, mais hormis ça, François Bérère donc s'est occupé de tous les plans, et ça c'est ce que vous avez sur la roue à lanterne, donc en chaîne par contre, parce qu'il nous fallait de la résistance, donc avec des assemblages qui se rapprochent quasiment de ceux qui se faisaient, si ce n'est qu'on a mis des faux tenons à l'intérieur, c'est-à-dire c'est simplement des morceaux de bois qui jouxtent, mais théoriquement eux ils devaient faire des encoches qui étaient... comme ça, en diagonale de chaque côté, c'est-à-dire en queue d'aronde, pour bien bloquer. Enfin, il y a différentes techniques. Après, ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose d'efficace et fonctionnel. Ensuite, donc, François a attaqué la roue, et c'était le plus compliqué parce que c'est la roue en engrenage. Et celle-là, il l'a faite en 3 parties. C'est-à-dire qu'en fait, il a collé 3 morceaux de chaîne l'un sur l'autre pour éviter les distorsions. Parce que j'aurais utilisé un seul morceau de bois, on aurait eu des mouvements, parce que vous savez, le fil du bois, ça bouge. Et là, ce qu'on appelle en fait du contreplaqué, quoi, vous connaissez, ça évite d'avoir les mouvements de bois, ça tient tout droit. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette solution-là. Je pense qu'à l'époque, il faisait des assemblages qui étaient beaucoup plus courts.
c'est-à-dire ici, 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 pour éviter les jonctions et croiser surtout, je pense, le fil du bois. On a beaucoup discuté sur comment ça a pu se passer parce qu'il y a quand même une force d'entraînement sur ces engrenages. La roue quasiment finie et on s'est basé sur le fonctionnement de Vitruve et des Romains, c'est-à-dire qu'on a prévu les encoches pour les dents d'engrenage remplaçables si jamais ça casse ou si jamais elles sont usées. Donc les dents, vous les voyez, on a fait nos tests, etc. Alors les dents, ça marche pas mal quand on entraîne la roue, mais quand on entraîne simplement cette roue simplement ou la lanterne en dessous, on a un pas. Ouais, c'est l'écartement entre les dents qui est pas bon à un moment. Ce qui fait qu'on a un entraînement qui est faussé, c'est-à-dire qu'on a un à-coup. C'est pour ça que cette année, on va travailler dessus pour avoir une vraie scie fonctionnelle. Les deux que vous voyez, donc la lanterne et la roue à engrenage, qui sont mises en place. Alors là, c'est nickel, ça marche très très bien. Mais quand tout est en fonction, il y a un petit à-coup, mais c'est pas grave. Donc là, c'est Arnaud, effectivement, dont le père nous a beaucoup aidé aussi, et lui aussi. Là, c'est François qui n'est pas là aujourd'hui, le menuisier, donc c'est le premier assemblage. La grande roue avec ses petites sœurs, histoire qu'on ait tous à peu près l'idée de la chose quand vous allez la voir en grand. Et après, je me suis arrangé aussi pour que tous les élèves qui venaient, et particulièrement ceux qui participaient ou non au projet, travaillent et apprennent des choses. Donc, je leur ai dit, ok, vous vous débrouillez, vous prenez les cotes, on les avait sur le truc, vous les reportez, et il me faut les traçages, et vous commenciez à faire les trous. Donc, ils sont vraiment appliqués. Ils ont passé des après-midi, des jours à travailler avec moi sur tout ça. Donc là, vous les voyez. Alors, ça se passe bien ? Et vous faites quoi en ce moment? Wissam, t'expliques? On t'écoute. Alors vous tracez quoi? Passer les endroits où on va placer l'orthèse. Il y a déjà des erreurs de code qu'ils ont corrigées, si vous avez vu voir. Mais c'est très bien, ça leur a appris à fonctionner, à voir comment ça se passait dans la réalité. Après, on est passé, comme vous avez vu, je pense à GRH, on aurait pu le faire, que vous connaissez, au ciseau à bois, c'est-à-dire à l'ancienne. Le problème, c'est une question de timing et de maîtrise du ciseau à bois. Parce que c'est comme le ciseau à pierre, et vous le savez très bien, c'est des années de travail pour avoir le geste sûr. À un moment, moi, j'avais pas des années, c'était un projet que je prévoyais sur 1 an, même si je savais que je déborderais, donc c'est 3 ans, mais c'est très bien, au moins on va avoir un truc nickel. Mais donc c'était quelque chose où il fallait aller vite, donc on nous a prêté une mortaiseuse à chaîne, vous voyez, c'est un truc qui nous permet de faire des grosses mortaises, des gros trous dans la poutre, et pour les assemblages, parce qu'il fallait quand même, comme on est une structure autoportante, contrairement à la structure d'origine, vous savez, où c'est posé sur la pierre, nous, il fallait qu'elle soit hyper solide, puisqu'elle était mobile. Donc là-dessus, vous voyez ce que ça donne à la fin, il y a tous les petits trous, donc on est content, on a fait les plans, et ça nous donne grosso modo les premiers assemblages qu'on appelle les assemblages à blanc, c'est-à-dire qu'on n'assemble pas définitivement, c'est-à-dire qu'on fait les tests pour que ce soit démontable, pour qu'on puisse faire des corrections, et on obtient grosso modo assez rapidement ce principe-là, alors ce qui a fait fureur dans un jardin parce que tout le monde veut voir ce qui se passe, et surtout ça pose des questions, ça permet de parler d'archéologie, ça permet de montrer aux gens ce qu'on peut faire, etc. Et donc on travaille, on continue, et vient le moment d'assembler les grosses parties, alors avec ce qu'on appelle des chevilles ou des gros tourillons, et pareil, on les prend avec un bois plutôt flexible mais dur, parce que comme il va y avoir des jeux, des contraintes, vous la verrez si vous venez à l'école centrale pour les portes ouvertes, les structures en bois elles jouent. Si on aurait pris par exemple que du chêne, qui est un matériau quand même cassant, je ne garantis pas qu'avec du temps, on n'ait pas des structures qui se désolidarisent. Là, on les a fait avec une machine qu'on appelle une toupie, chez le menuisier, c'est-à-dire qu'il prenait un petit carré en bois que vous avez à droite, par exemple ici, et il est passé sur un profil en fait, qui donnait un quart de rond, il retournait, quart de rond. À l'époque, ils ne font pas ça. Ils utilisent ce qu'on appelle le tournage, c'est-à-dire une machine qui tourne en fait, qui entraîne. Ça existe depuis la nuit des temps, même depuis le néolithique ou assimilé, où ils tournent, rappelez-vous, des os, etc., pour obtenir des choses rondes, l'Égypte et tout ce qui va avec. Et j'ai la chance d'avoir parmi mes amis un tourneur sur bois qui travaille à l'ancienne. Et là-dessus, je lui propose de tourner des poutres d'1,80 m par 18 cm par 18 cm en chaîne. Donc au début, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais sauf que dans l'Antiquité, ça ne posait pas de problème, parce que structure posée, on tourne, ils savent manier le ciseau à bois, ou ce qu'on appelle la gouge en l'occurrence, et ça se passait très bien. Nous, c'est parce que c'est des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, ou qu'on contourne ces problèmes-là, soit par des polymères, soit par effectivement du métal, qui est extrêmement rapide à produire, mais eux, ils le faisaient quasiment tout aussi rapidement avec du bois. Et donc, ce jeune homme s'appelle donc Alexis Perdry, il a fait une petite vidéo pour vous, parce qu'il ne veut pas être là, il habite au fin fond de la Bresse, et donc il se présente et il raconte ce qu'il en est.
Bonjour, donc je m'appelle Alexis Perdry, je suis tourneur sur bois depuis quelques années, voilà, une quinzaine d'années. Et cette activité m'a toujours passionné, tout d'abord parce que je suis dans un secteur qui est historiquement un des berceaux européens et surtout un des berceaux français du tournage sur bois. Et ensuite parce que ici on avait tendance à beaucoup utiliser le buis et une ou deux autres essences de bois, et effectivement j'ai toujours adoré le buis. Voilà. Dernière chose, j'aime aussi beaucoup utiliser l'ancien matériel produit par les tourneries et les ateliers mécaniques du Jura. Donc ce qui est la raison pour laquelle j'utilise que des vieux tours, comme celui-ci par exemple. Voilà. Et puis c'est dans la continuité des projets que Olivier mène. Voilà. Lors de la scie hydraulique, il avait fallu tourner des grandes poutres en chaîne pour pouvoir faire les engrenages et l'entraînement. Et la chance que j'ai ici, c'est que j'ai la possibilité d'avoir un banc qui me permet de tourner jusqu'à 3 mètres de long. Voilà. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est système d'entraînement mécanique, c'est plutôt approprié. Qu'est-ce qui me plaît dans le projet? Déjà le fait d'être confronté à une aventure humaine, et puis la diversité des choses à réaliser, sortant de la tête de notre ami Olivier. Et puis de toute façon, on est aussi sur un espèce d'engrenage. Quand je dis engrenage, c'est-à-dire qu'il y a le projet, il y a toute une série de personnes qui interviennent, aussi bien les élèves, ingés, les mécaniciens, les tailleurs de pierre, les menuisiers, j'en passe et les meilleurs. Et on a tous une petite touche à placer à un moment donné pour la réalisation de l'objet. Et c'est vrai que quand on constate, comme pour la scie hydraulique, on va aux journées au musée à Saint-Romain-de-Galles et qu'on constate la réalisation finie et l'aboutissement, ben voilà, c'est quelque chose d'assez fantastique hein, d'observer ça pour finir. Au début, on a fait venir un acousticien, c'est-à-dire que c'est un ingénieur spécialisé pour les vibrations. Parce que comme c'est quelque chose d'extrêmement long et que si jamais il y a un mauvais enclenchement, vous imaginez comment ça peut partir sur des vitesses, et en plus il fallait que ça tourne extrêmement lentement, donc on avait besoin d'un réducteur. Ça a été complexe, mais on y est arrivé. Et donc là, il a commencé à tourner parce qu'au début, il avait attaqué au ciseau à bois, mais on n'a jamais s'en tiré quoi. À un moment, il fallait tourner comme à l'ancienne. Bon, certes avec des moyens mécaniques, mais comme à l'ancienne. Tous ces secteurs d'art, en fait, parce que c'est pas que de l'artisanat, en fait, c'est vraiment de l'art. Et c'est beau de pouvoir valoriser aussi leur métier à travers la recherche archéologique. Donc là-dessus, vous avez donc l'axe effectivement qui tourne et avec ces grandes gouges, parce qu'il y a différents types de gouges comme dans l'Antiquité de toute façon, parce que c'est le même matériel hein, quasiment qui était utilisé. Et vous avez la poutre finie maintenant, c'est-à-dire l'axe fini d'un côté qui est posé, qui maintient donc la grande roue à auger et la roue à engrenage. Et après, je vous avais parlé effectivement des pièces métalliques, vous savez, des jonctions entre le grand axe posé sur le bois. Pour éviter que le bois ne brûle ou ne s'échauffe, justement, on a fait faire des caches, en fait, sur lesquelles le bois reposait. Et là, avec de la graisse, comme j'utilisais à l'époque du saindoux ou assimilé, ça nous permettait d'avoir un entraînement qui était beaucoup plus libre et sans problème de chauffe. Un forgeron et un coutelier. Lui, c'est Sébastien Madéja et il est en Auvergne et il a travaillé donc sur les lames que vous voyez ici, c'est-à-dire flexibles. Lui, il s'occupait des grandes lames. Ça, c'est de l'acier contemporain, c'est ce qu'on appelle du XC48. Et ces lames-là ont été donc achetées dans le commerce, et donc retaillées, et surtout, elles ont été travaillées comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il est trempé. Et cet acier, en fait, il était extrêmement résistant après, et plus la zone trempée, qui était dure, était bouffée par le sable, parce que le sable est un abrasif, c'est-à-dire ça bouffe même le métal, en fait, plus il l'air trempé, etc., etc., enfin, il l'utilisait quasiment, jusqu'à la moitié, hein, parce qu'il fallait rentabiliser, c'était très cher. Et surtout, c'est ce qu'on va voir sur ce type de lame, en fait, elles étaient damassées. Ça veut dire qu'en fait, ils utilisent plusieurs couches. Logiquement, on arrive entre 300 et 500 couches. Les forgerons, les tables, vous allez voir après, là, c'est le coutelier qui l'a fait. On a 2 exemplaires de lames de 30 cm qui sont plates obligatoirement, que vous allez pouvoir essayer, qui correspondent justement aux lames de l'époque.
c'est-à-dire 300 couches qui sont réduites à ça. Donc acier extrêmement résistant, et surtout on a constaté que l'acier Damacé avait un pouvoir abrasif aussi manifeste, c'est-à-dire d'entraînement du sable, plus que l'acier qui est, on va dire, monolithique. Et donc toutes ces lames-là sont trempées, sauf qu'ils font des segments de 50 cm dans l'Antiquité, ou un truc comme ça maximum. Nous, nos lames, elles font 3,50 m. Donc, et on sait que les lames, elles faisaient 3,50 m, donc on ne savait pas comment ils arrivaient, parce qu'une fois que la lame elle est trempée, c'est mort, hein, on la soude pas. Parce qu'ils soudent ce qu'on appelle à l'enclume, c'est-à-dire qu'en fait ils chauffent en tapant dessus, ensuite ils joignent ils chauffent le métal, ils le joignent et ils le soudent à l'enclume comme on faisait avant pour les encres ou tout ça. Et en fait on s'est aperçu, on a longuement cogité, on a vu les thèses, on a vu les couteliers, etc. Et ils nous ont dit, après en hypothèse, ce qui devait se passer, c'est qu'en fait ils devaient forger des morceaux de lame de 50 cm, protéger les extrémités, c'est-à-dire avoir un rehaussement de l'extrémité non trempé, tremper la petite partie, ressouder les extrémités de chaque bord, etc., et ensuite faire des bains de trempage temporaires ou des bains de trempage de 3 mètres. Mais ça ne leur pose pas de problème de tremper 3 mètres parce qu'il suffit d'avoir des récipients, et eux ils s'en fichent. Hein. Nous c'est parce qu'on n'a plus l'habitude de fonctionner sur des trucs comme ça où ça se passe en entreprise, enfin en grande usine, mais eux, hop, à la forge, retrempage et c'était réglé. Donc là vous avez M. Barou qui lui est coutelier d'art, c'était un des fondateurs de la compagnie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Excalibur sur Lyon, qui est spécialisé dans la reconstitution médiévale. Et donc lui, il est à Cré, dans le sud. Et donc lui, ce qu'il nous fait, c'est de l'acier Damas. C'est-à-dire que ce que je vous disais pour les lames, c'est qu'en fait, il prend cette partie-là, il la chauffe, comme on le faisait à l'époque, hein, mais sauf que lui, il chauffe au gaz parce que c'est pareil, il me fallait une question de temporalité. J'avais 1 an, j'avais prévu 1 an, il fallait être efficace. C'est trop court, on est tous d'accord, mais mine de rien, c'est une gageure qu'on a réussi à tenir. Là, je vais venir, vous voyez, j'ai fait des petites plaquettes qui font 7 de long. Hein. Donc je vais venir les recouper. Je vais venir les recouper et on va les assembler. Alors, autrefois, on les tenait, les anciens les tenaient avec du fil de fer. Ce qui fait d'ailleurs très souvent que sur certaines pièces où ils n'ont pas cherché la haute qualité, on retrouve les traces de fil de fer parce qu'ils les ont soudés avec. C'était pas gênant, ça ne posait pas de problème puisque souvent on a rasé qu'au niveau du tranchant. Donc on a comme ça des couteaux repliés où on a dit tiens c'est bizarre, c'est quoi? Bah, c'est le fil de fer avec lequel et ça va me permettre de les tenir le temps de les souder. Alors c'est pareil, comme je le dis souvent, Muddy Waters a inventé l'électricité, donc moi j'ai un poste à soudure à l'arc. On va le faire comme ça, hein, ça va être pas mal aussi. Et on viendra juste faire une petite soudure au bout des blocs, de chaque côté. Vous remarquez que ici, ça c'est le barreau de fer pur de départ. Bah, j'ai gardé ma dernière partie, ce qui va m'éviter d'avoir à souder un traînard. Ce qu'on appelle un traînard chez nous, c'est une tige d'acier qui nous permet de tenir la pièce quand on travaille. D'avoir à souder un traînard avec des soudures qui subissent de hautes températures et qui au bout d'un moment, par l'oxydation, se décollent, ben là ça risque pas de se décoller, vous voyez, c'est ton, ça ne bougera pas. Et du coup je vais pouvoir faire mon petit montage proprement. Il chauffe son métal, il le plaque, et ensuite il le trempe. Alors il le trempe, nous on dirait on le trempe à l'eau, alors nickel, tout ça, c'est faux. En fait, quand on trempe aujourd'hui et comme à l'époque pour les vrais artisans à l'huile ou à l'urine. Et parce qu'il y a une réaction chimique par rapport à l'acide urique ou par rapport à l'huile qui permet justement d'avoir un trempage homogène. Et quand on trempe sa lame là-dedans, il agit toujours, parce que sinon ça cristallise la réaction chimique sur un seul point et ça risque de faire éclater le métal à certains endroits. Donc il y a toute une technique, un peu comme celle des tailleurs de pierre, enfin la maîtrise du geste, toujours. Et je voulais pour ce projet-là des gens très expérimentés et qui ont d'ailleurs accepté de participer, et je les en remercierai toujours, à moindre prix, à bénévolement, etc. parce que ça les intéressait, parce que je sais que c'était le projet qui leur parlait, et franchement, sans eux, et sans tout le monde, sans Garom, sans tout ça, on ne serait pas arrivé à amener ça. Et donc, il nous a fait une lame manuellement, comme à l'époque, avec 300 couches de métal, ce qu'on appelle effectivement l'acier Damacé, et c'est pour ça que parfois, quand vous le polissez, vous voyez plein de jolies figures dessus. Ce qui nous permet d'avoir 2 types de lames. Au début, on avait pensé qu'il y avait des crans pour choper le sable, mais en fait, lames crantées, ils s'en servent que pour le calcaire à la rigueur, et c'est des lames en plus en biseau, comme on peut avoir sur des lames normales, parce que le calcaire est une pierre tendre, et donc les lames crantées, c'est une mauvaise chose. En fait, c'est des lames plates comme ça, qui font rouler le sable en dessous. Et alors, reste le problème du cadre. Vous savez, du cadre de scie, parce que M. Dehaze vous a parlé effectivement de la tension de ces choses-là, parce que vous voyez, elles sont flexibles. Et si elles sont flexibles, elles ne vont pas couper droit. Donc pour ça, en fait, on a longuement cogité et on s'est dit comment est-ce
tendez les lames. Alors, vous avez vu, peut-être si vous vous en souvenez, chez M. Grewe, ils avaient mis des coins sur les côtés pour écarter le bois. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, parce que vu les cadres hauts, je pense qu'en fait, ils servaient comme à l'ancienne, en fait, de scie à cadre que vous connaissez, avec ici un tendeur en chambre. Donc on tend, vous savez, on tourne et on encoche, ce qui fait que la lame est tendue. Sauf que nous, on part sur 3 ou 4 lames, sur du 3,50 m, et on a voulu le faire au chanvre. Ah. Et là, donc on a tourné. Alors le chanvre, c'est sympa, mais ça se détend. Donc tourne. Et à un moment, on est arrivé à forcer, donc avec monsieur le menuisier, à forcer comme des ânes pour essayer de tendre, sauf que on se disait qu'au moindre truc, on était décapité, parce qu'il y a une telle tension. Et en plus, on n'était pas suffisamment tendu, en plus, en bas, je trouvais. Et donc à un moment, on s'est dit, vu que la scie quand même avait une vocation publique, c'est-à-dire d'être montrée en public et d'être utilisée, il y avait trop de risques. On a quand même fait l'expérimentation, hein. On sait que ça peut marcher, on sait qu'il faut mouiller le chanvre déjà, parce que nous on l'a fait sec, et c'est pas une bonne erreur, c'est pas une bonne chose, donc il faut mouiller pour que ça se détende, ensuite on tendre, retendre, etc. Enfin c'est tout un travail, ça marche. Je pense qu'avec le temps, si les Romains avaient continué, ils auraient fait un système, comme ils connaissent pour les petites arbalètes, qu'on appelle les scorpions par exemple, un truc à cliquer, c'est-à-dire limite manivelle cliquer pour enclencher et tendre. Mais comme on n'a pas de preuves archéologiques de ce système-là métallique, on l'a fait comme on pouvait supposer que ça se faisait, c'est-à-dire avec une tension de chanvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on assure la sécurité avec effectivement ce qu'on appelle des tirants, c'est-à-dire des longues tiges métalliques, vous les verrez sur la scie, pour être sûr de régler la tension et d'avoir pas un truc qui parte à un plein moment et qui décapite un élève ou un passant. Ça, c'est le bas du cadre de scie, où on a enclenché les lames, vous les voyez tout en bas. Et on en a mis 3, simplement parce que j'avais peur, alors déjà pour une question de coût, mais parce que j'avais peur d'avoir moins de bois, ça me fragilise et que ça casse. En fait, je me suis trompé, le bois est beaucoup plus résistant, mais bon, ça, j'en savais rien, c'est le test. Ça vous donne ça, l'enclenchement des 3 lames dans le truc. Alors, on met des petites clavettes métalliques et après, on tend. Donc là-dessus, vous voyez juste à gauche en bas, il y a ce lien qui est ici. Donc là, on a ça en angale. Ici, en bas à gauche, vous avez la jonction métallique qui est lourde. Et on n'avait pas anticipé ce poids métallique, en fait, qui a tendance aussi, au-delà de la décharge, parce qu'il faut décharger tout le cadre, à emporter la chose en bas, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a un mouvement de scie qui fait jouing, qui n'est pas rectiligne. On va le corriger cette année, mais ça nous a un peu embêté 2 secondes. Je continue, donc le transport, je vous en parlais, donc 19 tonnes, plus grosse remorque, plus camion, etc. et tout ce qui va avec, parce qu'il a fallu la transporter. Et je vous montre ce que ça donne en version Saint-Romain en Galles, prix de drone. Comme ça, vous aurez, avec le public qui tourne, parce que comme on avait cassé des réducteurs, t'as bien joué de faire comme on pouvait. Donc je les remercie, c'était très physique parce qu'on avait des points de friction, et ça donne ça. Alors, on a mis en dessus un truc qui n'existe plus, qui était ce moyen de décharge, parce que le cadre, vous voyez, il bouge là-haut, il était beaucoup trop lourd. Et en fait, on s'est arrangé pour que maintenant, on ait des sacs de sable qui tombent et qui déchargent, comme ça devait être à l'époque antique. Vous voyez effectivement la roue qui est entraînée par les gens, donc on la tourne normalement comme ça devait être avec l'eau. Et vous voyez ce mouvement de lame de scie qui n'est pas rectiligne. Je vous l'ai dit, c'est celui-là. Après, ça coupe, vous constatez bien que ça pénètre dans la pierre et qu'on adjoint effectivement de l'eau, du sable et qu'on obtient effectivement une coupe qui existe et mine de rien qui est quand même assez propre parce que vous avez vu le morceau de pierre qui en sort. Mais je pense qu'on va arriver à régler. Déjà, on va surélever la pierre aujourd'hui parce que là on est trop bas, c'est-à-dire qu'on va démarrer la coupe plus en haut. Comme ça va descendre beaucoup plus tranquillement et le mouvement sera déjà rectiligne. Donc finalement, on arrive à ça, ce qui est quand même pas mal, mine de rien. Parce que vous voyez donc les lames, donc à peu près 12 cm dans la pierre, on a tourné le public tout confondu. Donc en 1h15, on est descendu bon an mal an de, on va dire, 15 cm dans la pierre. Ce qui me fait dire que 4 à 5 heures de fonctionnement non-stop motorisé, on descend la pierre. Et là, si on descend la pierre, on a des échantillons, on a des résultats, on a quelque chose qui nous permet de montrer que c'est fonctionnel, on a des publications possibles. Je veux dire, il y a quand même un poids de la recherche là-dedans, mine de rien. Et donc vous voyez effectivement les coupes avec le sable sur les côtés, enfin le résidu, donc sable et résidu de pierre, en fait, qui ressort sur la coupe. Et vous voyez les lames qui ont donc relevé cette fois-ci, qui mine de rien sont sales, mais n'ont absolument pas bougé, parce qu'on les a, quand on les a senties, on a bien regardé après, elles n'ont pas du tout été entamées par le sable pendant 1h15 de sciage. C'est quand même fascinant, ça veut dire qu'elles étaient quand même résistantes.
Et encore nous, je pense que cet acier-là, le XC48, est moins résistant que le Damas. Et ultérieurement, on a continué sur ce projet-là parce qu'il faut le faire vivre et qu'il y a encore plein de recherches. Et donc on était passé aux Journées de la Science l'année dernière. Donc c'est les Centraliens qui avaient présenté à ce musée ici, après Saint-Romain-en-Galles, justement leur dernière recherche, le banc et tout ce qui allait. Ils étaient juste en bas. Et ils ont fait beaucoup de communication, et d'ailleurs tous, hein, lycéens et même nous, auprès du public, ce qui nous a permis de toucher beaucoup de monde et d'avoir beaucoup de vues sur la page Facebook qui est dédiée à ce projet et sur les vidéos, parce que c'est quand même des projets qui sont quand même atypiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est à l'école centrale et je vais, avant de parler des derniers points de déchargement et tout ce qui va avec, je vais laisser la parole donc à Monsieur Hou qui va revenir avec sa jeune étudiante, qui vont se présenter et expliquer 3 petites choses sur la suite du projet. À vous. Allez-y, je vous en prie. Donc moi c'est Émilie Gilbert, donc je suis étudiante ingénieure à l'école centrale de Lyon. Et donc là je suis avec mon groupe donc, de VE, qui est le projet d'études que nous avons en première année. Et nous sommes avec Monsieur Bertrand Hou qui nous présente là le projet, le fonctionnement donc, de la roue et des différents engrenages. Et donc pour ce projet, on a plusieurs axes d'études. Le premier étant notamment de régler le problème de pas entre la roue dentée et la lanterne. Et ensuite, on va avoir différents tests à effectuer pour essayer de trouver avec les différents types de sable, ceux qui marchaient le mieux par rapport au sable qu'on pouvait avoir dans la région. Aussi la quantité d'eau à mettre par rapport à la quantité de sable. Donc voilà, on a plusieurs tests à effectuer pour trouver le rapport idéal pour un fonctionnement optimal de la scie. Et donc pour ce faire, on va pouvoir utiliser le petit banc d'essai que vous avez vu précédemment pour, avec un peu de chance à la fin, arriver à le faire sur la scie. Et avoir un vrai résultat. Voilà, il y aura aussi un autre travail à réaliser, c'est remodéliser l'ensemble de la scie sur le logiciel CATIA, qui est le logiciel qu'on utilise nous sur l'école. Donc il y a ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire partir de l'existant, puis remodéliser à partir de l'existant donc le mécanisme sur le logiciel. Et c'est un logiciel où on pourra faire aussi des études cinématiques de façon à voir un petit peu ce qui se passe au niveau des vitesses, au niveau des différents points de la scie, enfin faire une analyse un petit peu plus poussée et permettre de la caractériser au niveau mécanique, enfin arriver à faire de l'ingénierie autour du dispositif et puis valider un petit peu ses performances. Ce qu'on a prévu de faire pour... on arrive sur la fin, parce que vous avez cette maquette terminale, il y a 2 ans. Ce qu'on a prévu de faire aussi, c'est, vous voyez tout en haut, ça c'est ce qu'on appelle le tirant. C'est une tige métallique qui va jusqu'au bout, qui sert à justement obtenir la tension des lames qui est en bas ici. On va en mettre un deuxième tirant, puisque vous voyez qu'il y a un deuxième trou ici, là-haut. Okay, et ce deuxième tirant va permettre de régler, parce que les lames avec le bois ça joue, vous en doutez, pour régler la tension uniforme des 3 lames. Ce que vous allez voir en haut, je vais vous montrer les photos, on va faire ici et ici 2 zones en bois avec des grandes roues qui vont faire à peu près une vingtaine de centimètres, qui vont servir à ce qu'on appelle la décharge. Hop, merci. Et parce qu'en fait, le cadre est trop lourd et il appuie trop et l'entraînement est pénalisé par ça. Ça veut dire tout ce mouvement de bielle que vous avez ici, ça force beaucoup trop. Donc pour éviter d'avoir un cadre qui est trop lourd, au lieu d'avoir un petit truc en haut qui se balade, on va respecter l'antiquité et on va avoir une décharge de 2 sacs qui vont arriver ici, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une corde qui part de là, qui va sur les roues, hop, 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 et qui va descendre au milieu. Et ici, on va avoir des sacs avec du sable pour régler le poids, pour obtenir quelque chose qui va décharger le cadre total pour que ça puisse être plus mobile. Et après, on réglera pour avoir un poids correct. Ensuite, on va monter, ce que je vous ai dit, la pierre. Et pour obtenir quelque chose qui permette à la scie de ne plus avoir ce mouvement que vous avez vu qui n'est pas un mouvement correct, qu'on part directement d'en haut et que finalement ça puisse descendre. Monsieur De Haas, donc c'est le dernier point. Comment? Parce qu'il y a le principe, parce que c'est des énormes fûts. Là, on est sur une carte de tonnes. Il me semble que les fûts de colonne ont été à peu près sur du 1 tonne, 2 tonnes, à peu près dans le même principe, sur des grands fûts de colonne. Comment est-ce qu'il est fixé
au bois? Parce que nous on l'a posé simplement, mais eux, comment est-ce qu'ils faisaient pour fixer quelque chose de rond par terre, enfin... Simplement, ils les scellaient, tout simplement. On mélange un peu de paille et de chaux. Voilà, c'est tout simple, avec du sable, et on laisse sécher le temps qu'il faut. Certainement, on faisait ça le soir et le lendemain, il coupait. On fait toujours la même chose. On scelle le bloc. Le bloc n'est jamais un sucre parfait lorsqu'il sort de la carrière. Il y a toujours un peu de faux écarax, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait d'atome, donc on le recale. On choisit bien sûr la veine principale du bloc, parce que là on parle de pierre calcaire marbrière et non pas de granit ou de marbre, c'est-à-dire qu'il y a une veine à respecter en fonction, dans toute opération de sciage ou de taille ou de mise en œuvre, c'est le résultat qu'on veut obtenir qui détermine la méthodologie du travail. Donc on prend la veine principale d'un bloc, on l'aligne par rapport aux lames et on la scelle pour qu'elle soit le plus verticale possible avec un fil à plomb tout simplement. Hein. On fait ce qui se fait depuis plus de 2000 ans, qu'on n'a rien inventé, comme tu disais tout à l'heure. Donc on scellait bien sûr, mais ces colonnes avaient une fonction particulière, sinon on scellait des blocs comme celui-là, qui était ébauché manuellement, le plus sobrement possible, mais le plus près possible de l'angle droit, de façon à ce qu'il y ait le moins de pertes dans la matière par rapport au sciage. Voilà. Et on calculait pour que, certainement, dans un poste de 8 heures, ce qu'on fait toujours, on calcule pour que le bloc soit scié à la fin. Parce que si on laisse ça, c'est très très compliqué de revenir dedans et de resscier et de ne pas bloquer les lames. Oui, l'avantage, il faut bien faire attention que les contrepoids ne soient pas au centre du cadre. Ils sont au tiers. Le tiers, c'est le maximum. Voilà, c'est le maximum pour pas qu'il y ait ce mouvement oscillant qui, justement, au lieu d'entraîner le sable, le fait partir de chaque côté. Voilà. Il y avait certes l'eau qui tombait du grand canal principal, mais sur les côtés, il y avait des gouttières en tuiles qui amenaient de l'eau ici de manière automatique. Et donc les gens les récupèrent avec des seaux et en été, et ça on n'est pas sûr. Nous on va tester, on va tester avec une sorte de tuyau ou de goulotte, pareil, avec de l'eau qui sera multiversée pour faire une sorte d'arrosoir, pour amener l'eau de manière régulière partout. Parce qu'on s'est aperçu que même si l'eau était déversée de tous les côtés, à des moments c'était pas tout à fait cohérent tout le temps. Mais ça c'est des expérimentations, on sait que l'eau arrivait, et on ne sait pas comment il a dispatché, si ce n'est à la louche, un truc comme ça. Juste pour dire qu'une pierre marbrière, on parle de marbre, géologiquement un marbre c'est en fait un calcaire qui a subi un métamorphisme. Mais la pierre qu'on appelle une pierre marbrière, une pierre suffisamment dure pour prendre le poli brillant comme le marbre. Oui. Donc les pierres calcaires sont classées de 1 à 14. 1 c'est la craie, 14 ce sont les pierres dures du budget type Villebois, Hauteville, les pierres les plus dures qui existent. Et à partir du numéro 10, on considère qu'une pierre est marbrière parce qu'elle commence à prendre son solide. Plus elle est dure, plus elle va prendre solide. Et les marbres voyageaient beaucoup à l'époque parce que, comme à Saromangal, on retrouve du marbre de Chemtou, par exemple, qui est quand même à la frontière algérienne au fond de la Tunisie. On retrouve du Vertinos de Grèce, on retrouve bien sûr du Carrare, on retrouve d'autres marbres de toutes les couleurs. Il y avait donc des centres de sciage, des usines comme aujourd'hui. On a des carrières dispatchées un peu partout, et puis on a des centres de transformation, donc de sciage et de débitage, polissage, où on regroupe tous ces blocs de pierre pour les façonner. À l'époque, c'était la même chose, sauf qu'ils étaient systématiquement en bord des fleuves, parce que c'était le moyen de navigation. Oui, parce qu'il je vais parler effectivement de la détention, mais il y a remonté effectivement avec des barques à fond de plaque, comme ils se sont retrouvés à Saint-Romain-en-Galles, etc. Enfin, il y a tout un système automatisé de transport, enfin, ça n'a pas rapport au tout. Je vous remercie beaucoup, j'ai essayé de faire au plus vite et au plus condensé, c'est lourd. Merci à tous les intervenants qui sont venus. Merci à Garonne. Merci Peter, merci Garonne, merci à tous pour toute cette aide et soutien.